table ronde autour de la question du paysage concepteur et de ses conséquences. Donc, avec Karine Mangin, dont on a présenté tout à l'heure et qu'on connaît tous maintenant, qui va commencer par nous faire une présentation. Le modérateur, c'est Joël Moret-Bailly, donc c'est à lui l'animateur, enfin je sais pas comment on appelle, ouais. Et donc Joël, tu vas prendre la parole pour expliquer quelle est la règle du jeu. Voilà, donc je te passe le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président, puisqu'on reste président quand on l'a été, c'est comme un ministre, on dit toujours Monsieur le Ministre. Donc je suis entouré par les présidents, c'est absolument magnifique. Je tiens à vous remercier tous pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici parce que c'est une profession attachante et j'y reviendrai peut-être. Et puis je voudrais commencer ces remerciements en remerciant Karine Mangin, qui dirige le bureau des paysages, non, chargé de mission sur les paysages au ministère qui a un nom à rallonge et qui s'occupe notamment de l'environnement et du développement durable. Que je tiens particulièrement à remercier ici parce que pour la fréquenter depuis quelques années dans un certain nombre de réunions, et je vais y revenir très très rapidement, elle a un travail d'accompagnement qui est tout à fait agréable, et pour travailler avec nombre de professions, on n'a pas toujours le même type d'accompagnement. Donc merci beaucoup, et sa simple présence ici aujourd'hui pour nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer autour de la reconnaissance du titre en atteste. Est-ce qu'on a l'heure et quart prévue ou est-ce qu'on a moins de temps ? C'est un sujet important, donc on prend le temps. Parfait. Voilà à peu près comment je vous propose d'organiser les choses et d'organiser le débat. Il y a 3 éléments qui paraissent importants. Il y a des éléments relatifs au passé, comment est-ce qu'on est arrivé à la situation aujourd'hui. Il y a le présent, avec notamment un certain nombre de débats dans la profession et un certain nombre de rumeurs sur la façon dont fonctionnerait la commission de reconnaissance des titres, notamment pour les questions d'expérience professionnelle, et c'est notamment pour ça que Karine Mangin est ici. Et puis évidemment, si on parle du passé, si on parle du présent, on est destiné à parler de l'avenir, et c'est de voir comment on va le gérer dans les temps qui viennent, sachant que cette reconnaissance du titre, pour ceux qui n'ont pas le diplôme qui leur permet automatiquement d'être reconnus, elle est possible pendant 3 ans. Il y a déjà quasiment une année qui est passée, donc il reste un peu plus de 2 ans. Et après, on tombe dans le système de droit commun, qui est celui de la validation des acquis de l'expérience. Donc on pourra toujours avoir une équivalence du diplôme, mais sur une modalité un peu plus compliquée. Donc passé, présent, avenir. Je vais plutôt parler du passé, vous faire une présentation très rapide de comment on en est arrivé là. Et puis, Karine Mangin s'occupera beaucoup du présent. Et puis, sur le futur, on aura nos autres présidents, même si je leur demanderai peut-être des petits coups de main un petit peu avant. Sachant qu'à chacune de ces séances ou de ces séquences, on vous passera la parole s'il y a des questions, pour éviter de mettre toutes les questions à la fin, d'être pressé et d'être pris par le temps. Voilà. Alors, en ce qui concerne le passé, il y a 1 ou 2 éléments, me semble-t-il, à rappeler qui sont relativement simples. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle vient de l'idée selon laquelle, et c'est exactement ce qui a été développé sur l'intervention précédente, et j'étais très heureux qu'en venant d'un autre type de questionnement et d'un autre univers, on arrive au même type de conclusion. Donc ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est le fait de dire si on veut structurer la profession pour qu'on puisse la reconnaître, pour qu'on connaisse un certain nombre de compétences, pour que des compétences, des qualités, des qualifications soient attachées à un nom et à une profession, il faut faire un certain nombre de choses. La première chose, c'est dire aux interlocuteurs qu'on mérite une reconnaissance et qu'on fait bien son boulot. Alors qu'on fait bien son boulot, il y a deux choses qui permettent de le savoir. C'est petit 1, être bon techniquement. Et ça vous appartient. À titre personnel, comme jury, j'en ai rien à dire, sauf à comparer ce que je peux faire ou la façon dont je peux réfléchir sur quelle est la bonne manière de faire un boulot de juriste ou pas. Ça, c'est une première chose. Sachant qu'il y a la dimension technique, donc, et puis il y a une autre dimension qui est une dimension déontologique, qui est des choix de valeur, qui est, alors que je sais faire, comment être sûr que je vais vraiment faire pour mon client et pas pour mon intérêt professionnel ou mon intérêt personnel propre, etc. Ça, c'était le travail déontologique. Une fois qu'on en est là, on peut se présenter à des interlocuteurs, notamment publics, pour leur dire, maintenant que vous avez des personnes de qualité, des professionnels de qualité en face de vous, profitez de ça et aidez le public notamment à identifier ces professionnels. Et un titre professionnel, ce n'est jamais que ça. C'est un label.
Surtout que, vous le savez bien, c'est un modèle dominant, mais c'est pas le nôtre ici. Quand on pense profession fermée. On pense médecin, on pense avocat, c'est-à-dire des professions avec ce qu'on appelle en vocable européen une réserve d'activité, ce qu'on appelle en français un monopole. C'est-à-dire je suis, et si on n'est pas de cette profession, on est exclu. C'est pas ce qu'on a fait ici. Ici, le législateur, et c'est une évolution très globale qui touche toutes les professions, notamment sous l'influence européenne, ici, le législateur a dit « je veux bien vous reconnaître un label », mais il n'est pas exclusif. D'autres que vous pourront le faire, notamment des architectes, notamment sur une partie de l'activité, on vient de l'évoquer, les urbanistes. Et d'ailleurs, ce qui était dit, c'était que vous aussi, vous empiétez, entre guillemets, sur un territoire que les urbanistes pourraient revendiquer. Donc on est sur cette logique-là. Donc on est sur une logique qui est très simple, qui est comment reconnaître des professionnels qu'on va appeler comme vous voulez. Alors, paysagiste concepteur, on ne peut pas en France pour des raisons historiques. On pourrait imaginer que ça évolue. Donc, il y a eu un architecte paysagiste, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais, alors justement, voilà, paysagiste concepteur, justement, c'est ce qui a été retenu. Donc ça va donc très très bien. Donc l'idée, c'est, on va avoir une étiquette qui permet à ceux qui veulent avoir recours aux compétences des professionnels de les reconnaître. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour distribuer les étiquettes? À qui je les donne? Il n'y a pas 36 solutions, mettez-vous à la place de celui qui écrit la loi. Petit 1, il va dire, il y a des gens dont on est sûr qu'ils sont compétents parce qu'ils ont un diplôme, ou parce qu'ils sortent de telle et telle école. Cas numéro 1. Cas numéro 2, évidemment, la loi entre en vigueur, et tous ceux qui étaient là avant, qui savent bien faire, qui savent très bien faire, comment est-ce qu'on fait? Eux, on essaye de voir ce qu'ils ont fait par le passé, on essaie de voir les diplômes qu'ils ont eus, s'ils ressemblent à ceux qu'on vient de reconnaître, on regarde leur expérience professionnelle et on les reconnaît en tant que tels. Et puis il y a un troisième élément qui est aujourd'hui dans l'Europe, il y a une liberté qui est la liberté de pouvoir offrir des prestations sur l'ensemble du territoire européen. Et on considère que c'est une entorse à la liberté de circulation, que vous ne puissiez pas intervenir dans un territoire qui n'est pas celui de votre état d'origine, sous prétexte que vous n'auriez pas les bonnes conditions d'exercice, le bon diplôme, la bonne expérience, etc. Donc aujourd'hui, de toute façon, du point de vue des règles européennes, on est obligé d'ouvrir en disant ceux qui ont une expérience équivalente à ceux qui sont autorisés à exercer régulièrement sur un territoire peuvent le faire. Donc là, on retombe sur nos pattes et il n'y a pas grand-chose de plus quand on veut juridiquement organiser une profession aujourd'hui. Voilà où on en est, me semble-t-il. Ça a donné lieu à une série de textes. D'abord, la reconnaissance par la loi du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il y a eu des décrets d'application, notamment un décret en Conseil d'État. C'est le plus haut type d'acte administratif, sous l'égide du Premier ministre, 28 avril 2017, et 2 arrêtés d'application pour organiser le fonctionnement de la commission et puis pour nommer ses membres. Petit élément pour terminer, et ensuite je m'arrête. Quand on reconnaît un titre professionnel, on sait identifier une catégorie de personnes dans des textes de droit de l'État. Une fois qu'on a ça, on peut utiliser cette catégorie intellectuelle, cette catégorie juridique pour en faire autre chose. Par exemple, on peut, dans un appel d'offres public, dire « je veux avoir des compétences qui sont celles de telle profession pour intervenir ». Historiquement, c'était les architectes, éventuellement les géomètres experts. Aujourd'hui, ça pourrait être les paysagistes concepteurs. Donc vous voyez qu'immédiatement, le fait de reconnaître un titre dans un champ de domino qui est le droit où chaque concept renvoie à un autre concept, ça a des conséquences internes. Les conséquences internes, on est en train de les vivre en ce moment. J'imagine que ça a été évoqué ce matin, mais je suis arrivé trop tard. Il y a la loi Elan qui est en débat en ce moment. Et justement, il s'agit d'utiliser la catégorie intellectuelle paysagiste concepteur, puisque dorénavant on a un titre, pour permettre l'intervention des paysagistes sur un champ dans lequel aujourd'hui ils ne peuvent pas intervenir. Donc vous voyez que la mécanique est enclenchée et de ce point de vue-là, cela permet d'obtenir un certain nombre de résultats. Le cœur de cette table ronde, j'ai parlé beaucoup trop, le cœur de cette table ronde, c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est notamment le travail de cette commission sur la reconnaissance des titres et de l'expérience professionnelle. Avant de passer la parole à Karine Mangin avec une série de petites questions, peut-être la parole à Jean-Marc Bouillon s'il veut ajouter des éléments avec sa propre sensibilité sur ce que je viens de présenter.
Non, c'est parfait. Je dire que c'était une belle aventure en plus pour ceux qui avons participé. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vrai que l'écriture du code déontologique, ça a vraiment été un moment hyper intéressant où on s'est vu tous les mois pour écrire chapitre après chapitre de ce code déontologique. Le réécriture de Joël Moret-Bailly à chaque fois pour le mettre de façon légale quelque part. Donc ça a été un moment assez passionnant, voilà. Par contre, comme on est un peu en temps court, moi je vais pas redire tout le plaisir qu'on a eu à faire tout ça, et on va passer directement la parole à Karine, qui va nous expliquer où on en est vraiment là. Alors, vous parlez de travail participatif pour le code de déontologie, mais ça a été le cas pour aussi la rédaction des textes qui encadrent le dispositif. Donc, M. Moret-Bailly a parlé tout à l'heure d'un décret en Conseil d'État, il a parlé d'arrêtés, et ces textes-là, effectivement, ils ont été pensés, réfléchis et conçus collectivement. Quand je dis collectivement, c'est le ministère de la Transition écologique, les ministères de tutelle des écoles de paysage, donc agriculture, enseignement supérieur et culture, la Fédération française du paysage, bien sûr, l'association des paysagistes conseil de l'État, et aussi Valor, qui est venu aussi dans les groupes de travail. Donc ça, c'était important, en tout cas, pour nous, ministères, de bien avoir tout le monde autour de la table pour qu'effectivement, ce qui soit écrit et les règles qui allaient régir cette réglementation soient comprises et partagées par tous. Alors, je sais qu'on a un petit peu prévu que cette table ronde soit un peu l'occasion de poser des questions. On n'avait pas forcément de faire un long déroulé qui réexplique les choses depuis l'origine. Ce qu'on peut simplement rappeler, ce que je peux rappeler là, c'est que donc il y a bien 3 profils qui sont concernés. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Moret-Bailly, ce titre-là maintenant renvoie à une qualification, à une compétence, et l'article de loi vise effectivement dans un premier alinéa des personnes qui ont un diplôme, Bac plus 5, et puis dans un deuxième alinéa vise aussi des personnes qui, par le biais de leur expérience professionnelle et d'autres qualifications, pourraient avoir finalement un niveau de compétence et de qualification équivalent. Donc cette chose-là, en fait, ça a conduit évidemment à créer, ça conduit à avoir plusieurs profils concernés par cette réglementation. Celui qu'on va appeler le cas de figure numéro 1, donc les personnes qui sont titulaires d'un diplôme à Bac plus 5, donc liste qui figure sur arrêté. Donc globalement, ce sont les diplômes qui sont issus des écoles de Versailles, d'Angers, de Blois, de Lille et de Bordeaux. Et puis, nous avons aussi d'autres cas de figure, donc les 2 et 3 cas de figure donc de personnes qui ne sont pas titulaires de ces diplômes de paysagistes délivrés par des écoles supérieures de paysage, mais dans le cas de figure numéro 2, qui ont un autre diplôme, obtenu un autre diplôme en France et qui veulent faire valoir une expérience professionnelle qui les aurait amenés à finalement avoir les compétences d'un paysagiste concepteur. Et cas de figure numéro 3, les personnes qui ont obtenu des diplômes à l'étranger, et en premier lieu donc dans l'Union européenne. Pour le cas de figure 1, les personnes doivent fournir la preuve de la possession du diplôme et de leur identité. Alors ce que je veux préciser aussi, c'est qu'effectivement il y a bien une commission pour les cas 2 et 3, mais il y a aussi le ministère. Le ministère, c'est celui de la transition écologique, c'est celui qui réceptionne toutes les demandes d'autorisation pour tous les cas de figure. Donc dans le cas de figure 1, le fait d'avoir le diplôme suffit à pouvoir être autorisé à utiliser le titre. Et pour les cas de figure 2 et 3, il faut faire un exercice, un dossier qui lui sera examiné en commission.
Donc c'est ça qui est important de comprendre là. Ce que je peux déjà dire, alors, c'est que sur le cas de figure numéro 1, nous avons à ce jour traité 660 demandes d'autorisation. Donc là, c'est des personnes qui ont fourni preuve de leur diplôme. Alors sur un potentiel estimé à peu près 3000 diplômés, toutes écoles confondues depuis leurs origines respectives. Et puis sur les cas de figure, donc voilà, donc ça c'est vraiment des demandes qu'on reçoit tout le temps au quotidien. Enfin, il y a un flux continu de demandes. Sur le cas de figure 2 et 3, donc on a la commission a examiné 38 dossiers, donc 24 pour le cas de figure 2 et 14 pour le cas de figure 3. Donc il y a eu jusqu'à présent 2 commissions qui se sont tenues, une fin décembre 2017, une en mars 2018. La prochaine va avoir lieu dans à peu près un mois. Voilà, je ne sais pas si est-ce qu'il y a d'autres peut-être. Est-ce que je continue? Oui, j'allais passer la parole justement s'il y avait des questions. Donc. Voilà. Alors, du coup, je continue sur ma lancée. Alors ça, ce sont des dossiers qui ont été examinés. Alors, pourquoi mon tableau n'apparaît pas? Bon, on va essayer peut-être de repasser à la version PowerPoint. Là, on le voit déjà, mais est-ce qu'il est... Impossible d'afficher l'image. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est le PowerPoint. On va peut-être essayer le PDF, voilà. Juste pendant ce petit intermède, à l'occasion de signaler la présence de Catherine Muller, présidente de l'UNEP. Merci Catherine d'être avec nous. Oui, pendant qu'on règle les problèmes techniques, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Je vais tenter de les lister, on verra bien dans quel ordre on les prend. Il me semble que par rapport au travail, il y a la question de savoir ce qu'on évalue, notamment il y a une série de critères, on va y revenir, et savoir jusqu'où on l'évalue. Il y a notamment une question qui est, est-ce qu'il y a une évaluation de la qualité des professionnels ou est-ce que c'est juste une évaluation de la mise en œuvre de certaines compétences? Il y a la question du combien qu'on vient de commencer à aborder et qui va être importante. Le point nodal, c'est sans doute par rapport aux personnes qui veulent manifester une expérience. Et puis il y a le comment on analyse les différents dossiers. Voilà les points qu'on abordera en tout état de cause. Je repasse la parole à Karine Mangin pour la réponse à la question. Je vais peut-être effectivement passer d'abord à cette diapo-là. Quand on parle de dossier, ça veut dire que finalement, les personnes qui sont dans les cas de figure 2 et 3 doivent démontrer qu'elles ont bien les compétences attendues d'un paysagiste concepteur. Alors ces compétences, elles aussi apparaissent dans les textes. Elles sont au nombre de 7 grandes compétences qui elles-mêmes ensuite toujours dans les textes, ont été détaillés et sous-détaillés. Donc vous les trouvez ici sur ce diaporama. Elles correspondent aux compétences qui sont, enfin en tout cas au référentiel de compétences des diplômes de paysagistes aujourd'hui. Donc là il n'y a absolument rien, il n'y a pas eu d'invention. C'est voilà ce qui existe aussi par ailleurs côté diplôme. Alors, vous avez aussi, on en parlera tout à l'heure, mais tout ça aussi est détaillé dans un petit mode d'emploi dont j'ai amené quelques exemplaires que vous pouvez prendre à l'entrée là-bas. Donc, qu'est-ce que doit être ce dossier? Ce dossier, d'abord, ça doit être une argumentation, ça doit être une démonstration. Voilà, vous devez démontrer que vous avez les compétences. Cette démonstration donc, doit se faire au regard de ces fameuses 7 compétences ou 7 capacités. Ça doit être, on doit vraiment, quand je dis on, la commission doit vraiment voir que c'est bien vous et vos compétences et pas celles de quelqu'un d'autre dans l'agence. C'est bien des demandes personnelles et individuelles.
Et bien évidemment, pour illustrer ça, c'est bien normal que vous vous appuyiez sur des projets ou des études que vous avez réalisées. Maintenant, l'idée n'est pas du tout de vous faire décliner l'ensemble de votre carrière, parce que de toute façon, c'est un exercice trop fastidieux et puis ce n'est pas du tout le but. C'est au contraire de sélectionner des projets ou des études ou d'autres missions qui, à vos yeux, sont emblématiques dans votre parcours professionnel, significatifs, et qui vont pouvoir justement, que vous allez décrire, et qui vont prouver qu'effectivement, vous avez bien mis en œuvre toutes les capacités qu'on attend d'un paysagiste concepteur. Donc, encore une fois, le rôle personnel doit apparaître très clairement. On a déjà reçu des dossiers avec des bouts d'agence. Ce n'est pas possible de faire une demande d'autorisation individuelle avec un book d'agence. Il faut vraiment que chacun s'appuie sur sa propre expérience et pas sur celle d'un collectif. Oui. Oui, pardon, une question concrète. Les dossiers qui marchent, c'est combien de pages? C'est 20, c'est 50, c'est 200, c'est quoi? Comme je te disais tout à l'heure, il ne faut pas faire des dossiers trop volumineux. Vous allez vous épuiser, vous allez épuiser les membres de la commission, donc c'est pas ça qui est attendu. On a fixé un minimum de 50 pages dans le document, maximum de 50 pages. Mais là encore, parce que certaines personnes faisaient vraiment des dossiers très longs, mais un dossier qui fait entre 15 et 20 pages, c'est amplement suffisant. Il faut simplement qu'il soit clair, synthétique, bien argumenté, bien illustré, et que les membres de la commission comprennent bien votre propos. Voilà, c'est là encore pas besoin. Alors quand je dis dossier, dans un dossier, il y a une lettre de motivation. Il y a donc un noyau, un dossier avec les fameux projets, études que vous avez sélectionnés, illustrés, que vous décrivez, par l'intermédiaire desquels vous exposez les compétences qui sont les vôtres. Et puis il y a aussi un CV. Et des documents plus administratifs, type cabis ou numéro de SIRET, enfin preuve que vous avez état civil aussi, oui tout à fait, preuve que vous êtes gérant d'une agence, ou preuve que vous êtes employé ou que vous avez été employé par une agence ou par un employeur ou plusieurs. Voilà. Donc, ce que je veux dire en tout cas, c'est que un book d'agence, c'est une annexe. Ce ne sera jamais dans le dossier, parce que ce n'est pas votre demande, le book d'agence, par définition. Voilà. Oui, pardon. Petit complément, donc le dossier idéal autour de 15-20 pages, on a compris que dans ces 15-20 pages, il y avait la note de motivation, il y avait les documents d'état civil, etc. C'est-à-dire que ce qu'on a à fabriquer comme dossier pour illustrer ces 7 compétences, ça tourne autour de 10 pages, 8 pages, quelque chose comme ça. D'accord ? On rappelle que vous devez, au travers des exemples, expliquer les compétences qui sont attendues, mais vous ne devez pas expliquer le projet, et c'est pas le projet qui va être jugé. Il n'y a pas d'analyse de qualitative sur le projet. Il y a, est-ce que je retrouve la compétence souhaitée au travers de l'exemple choisi? Est-ce que c'est bien identifié? Est-ce que c'est bien lisible, etc. Donc pas d'analyse de qualité de projet. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les membres de la commission n'ont pas apporté de jugement de valeur sur effectivement les réalisations que vous soumettez. Leur rôle, c'est d'apprécier des compétences à l'œuvre. C'est effectivement vraiment ça. Il y avait la réponse à la question, peut-être maintenant. Le nombre. Ah, le nombre. Le nombre. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Alors, par exemple, puisque là, on a ces exemples-là sous les yeux maintenant, après 2 commissions. Donc, sur les 24 dossiers examinés, il y a eu 11 avis favorables. Alors, c'est totalement anonymisé, bien évidemment, mais vous pouvez voir le profil, c'est-à-dire d'un point de vue diplôme et formation de ces personnes. Donc voilà, vous avez des personnes qui ont le diplôme de l'ESSAGE, des BTS, alors diplôme de l'école de Blois, donc parmi les 4 premières années. Parce que ça relève aussi du K2, un diplôme d'architecte, un diplôme d'ingénieur, couplé à un diplôme de conception de jardin, un diplôme de design et un diplôme
CEA de l'ENSP, c'est sur les jardins, c'est la conception de jardins, je crois. Voilà. Et sur les avis défavorables, donc il y en a eu 13, avec les sages aussi, souvent des très très jeunes profils là, qui ont postulé quasi sortis d'école, donc avec finalement peu ou pas d'expérience professionnelle, des BTS, 2 diplômes d'architecte, ingénieur agro, maîtrise et DESS géographie urbanisme. Donc vous voyez aussi que tout le monde peut postuler pour voilà, le dispositif est absolument ouvert à tous et les membres de la commission voilà, ont affaire à une variété de profils différents, de professionnels qui viennent déposer une candidature avec une variété de diplômes et que tous effectivement ne remportent pas l'avis de la commission en ce qui concerne leur capacité à exercer le métier de paysagiste concepteur. Sur le cas numéro 3, donc là je rappelle, ce sont des personnes qui ont un diplôme acquis dans un État de l'Union européenne, donc on a élargi aussi hors Europe. On traite aussi des demandes qui viennent de personnes qui ont obtenu des diplômes en dehors de l'Europe, avec là 6 avis favorables et 8 défavorables. Voilà, vous reconnaîtrez des noms là d'écoles, Jean Blou, Lullier, même Harvard. Une université en Allemagne, donc c'est majoritairement donc des bacs plus 5 sur les avis favorables, et puis ensuite les avis défavorables là aussi avec une série d'écoles dont certaines diplôment finalement beaucoup à bac plus 3. Alors, voilà aujourd'hui l'état des choses. Donc si vous avez des questions, éventuellement. Moi, j'avais une question. Est-ce que pour les jeunes diplômés, il n'y a pas de minimum d'expérience requise avant de passer devant la commission de reconnaissance, contrairement à ce qu'on a vu dans les pays allemands ou anglais, où il fallait avoir 2 années pratique pour pouvoir... Là, il faut 1 an. Dans le décret, c'est 1 an d'expérience professionnelle. De toute façon, c'est le délai, en tout cas la durée minimum qui apparaît dans la directive européenne aussi sur les qualifications professionnelles, qui est un peu de toute façon aujourd'hui, quand on réglemente une profession, on rentre dans le champ de cette directive nécessairement. Et voilà, on s'est aligné, parce que de toute façon, on doit le faire, on s'est aligné sur cette durée minimum qui est valable à l'échelle européenne aujourd'hui. Oui, tout à fait, il n'y a pas de... Alors, l'avis favorable, il est motivé. Il y a une petite phrase qui dit voilà qu'on ne peut pas, la personne n'est pas autorisée pour telle et telle raison. Alors, j'ai eu des remarques qui me sont remontées comme quoi, il faudrait motiver davantage. Donc, on va essayer de s'y atteler avec la commission, avec les membres de la commission, de manière à donner plus d'éléments aux personnes qui reçoivent un avis défavorable. Je passe la parole une seconde. Par rapport aux questions de motivation, on pourrait parfaitement imaginer de reprendre la liste de compétences, puisque visiblement, il y a des éléments tout à fait objectifs qui permettent de dire oui ou non. Si tout est coché, c'est oui. S'il y a des choses qui ne sont pas cochées, ça peut être non. Ça peut être une façon extrêmement facile et en séance de motiver les choses. C'est juste un truc. Non, c'était ça que je voulais dire. C'était ça, bon, très bien. On a vu qu'il y avait le cas 2 et le cas 3. Mais dans les dossiers à préparer, est-ce que les dossiers sont les mêmes pour le cas 2 et le cas 3 ? Quelle est la différence entre les deux dossiers ? C'est vraiment quasiment la même chose. La différence, c'est... alors, est-ce que j'ai ça ? En fait...
sur les pièces justificatives exigées. C'est simplement que, alors là aussi, c'est pas systématique, mais c'est vrai que dans des pays où il y a un ordre, par exemple, ou une institution qui finalement garantit qu'une personne exerce bien le métier, à ce moment-là, on demande aux personnes de nous fournir une attestation. C'est ce que vous voyez, la dernière ligne en bas. L'attestation émanant de l'autorité compétente, mais c'est vrai que les ordres professionnels n'existent pas dans tous les États, donc ce n'est pas toujours possible de fournir cela. Et pour le cas numéro 2, il faut aussi prouver que vous avez été en exercice avant l'adoption de la loi, donc avant le 8 août 2016. Juste en complément, je voulais dire que c'est vrai que les retours qu'on a, c'est une sorte de froideur dans le refus, c'est-à-dire qu'il y avait une petite phrase de motivation, mais qui était prise un peu de façon cinglante, et donc Karine en a conscience, et on va voir si on peut tenir compte justement des remarques tout à l'heure, etc. Mais il faut dire que c'est pas l'unique échange avec le candidat. C'est-à-dire on transmet le dossier, il y a une analyse du dossier qui est faite, et il y a des allers-retours avant la commission qui sont faits, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'au niveau, lorsqu'on reçoit un dossier au niveau du ministère, on n'est pas la commission, c'est très clair, on est le service instructeur. Donc on voit quelquefois qu'effectivement les personnes ont envoyé un book d'agence, les personnes, on voit qu'il n'y a pas d'argumentation dans le dossier, donc là, et on le fait donc très très souvent en fait, parce qu'on voit bien qu'on est dans une période encore de rodage, on indique aux personnes ce qui est attendu, c'est-à-dire que c'est bien un exercice de démonstration, qu'il faut bien s'appuyer sur quelques projets, on indique bien le nombre de pages qui est attendu, voilà, qu'un dossier clair et synthétique vaut mieux que quelque chose de beaucoup trop long et volumineux. On rappelle qu'il faut faire référence aux 7 capacités dans la démonstration. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que les personnes, retravaillent leur dossier dans ce sens-là, de manière à se donner le plus de chances, pourvu qu'elles aient les compétences bien sûr, mais le plus de chances d'obtenir un avis favorable de la commission, du moins dans la façon de présenter les choses et de démontrer ces fameuses compétences. Je vais essayer c'est moi qui ai le micro pour la salle, je vais essayer de le passer. Il y avait déjà donc essayez de me suivre et de me faire signe et je ferai pour le mieux. Il y avait quelqu'un à l'arrière et je reviens devant. Oui, bonjour, Alexandre Rivet. Simplement, je remplis l'ensemble des critères et j'ai reçu un refus avec la ligne générale qui pourrait sembler froide, ainsi de suite, mais étant donné que je ne suis pas une personne émotive, je ne l'ai pas pris personnel. Mais quand on relance après le processus du refus, on n'est pas en mesure de savoir quels sont les critères qui doivent être améliorés ou modifiés ou qui demandent un complément. J'ai relancé avant la 2e étape et j'ai toujours pas eu de suivi, tout comme que je ne pourrais pas représenter pour la prochaine étape, étant donné que les communications demeurent sourdes par la suite. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, on va essayer de faire en sorte que les membres de la commission émettent un avis par rapport à ces 7 critères. Maintenant, il ne faut pas non plus... Malheureusement, la commission ne pourra pas non plus faire 3 pages d'explications à chaque candidat. Ça, c'est juste matériellement impossible. Donc on va, essayer d'améliorer les choses de manière au moins à pouvoir se situer effectivement par rapport aux 7 compétences et à indiquer s'il y a une insuffisance par rapport à l'une, par rapport à l'autre, s'il y en a par contre qui sont bien remplies et qui paraissent tout à fait honorées par le postulant. Voilà, donc ça donnera effectivement un peu plus de billes pour faire un autre dossier. Je vais ajouter un petit élément de réponse. Malheureusement, pour ce qui s'est passé jusqu'à présent, le principe du secret administratif fait que les délibérations sont secrètes par principe et que donc s'il n'y a pas une initiative de l'administration pour dire elle-même voilà les éléments que je dévoile, vous n'accédez pas à ça. Voilà, c'est juste un point technique qui ne vaut ni approbation ni désaccord de ma part.
Alors, juste pour continuer sur la question précédente, c'est l'attestation émanant de l'autorité compétente. Alors, par exemple, nous, on est 2 à l'agence à avoir des diplômes soit belges, soit anglais. Mais on exerce en France, hein, bien sûr. Donc, c'est quoi cette attestation ? Eh bien, justement, si vous exercez en France, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Mais oui, mais il faut qu'on réponde à une variété de profils. Vous êtes bien d'accord ? Donc, en fait, voilà. Donc, quand les gens nous envoient un mail pour dire oh, je comprends pas bien cette attestation, on leur dit écoute, on leur demande où ils exercent. Effectivement, s'ils n'exercent pas dans un pays où il y a une autorité comme le Landscape Institute, par exemple, qui va pouvoir attester d'un exercice professionnel et qui le contrôle, vous ne pouvez pas le fournir. On ne va pas du tout bloquer votre dossier pour ça, évidemment. Non, non, tout à fait. Alors, si je peux me permettre 3 questions, c'est beaucoup, mais c'est une par intervenant. J'avais posé une inquiétude ce matin à laquelle j'ai une réponse, notamment sur le nombre de dossiers. Mais enfin, c'est une réponse qui amène d'autres questions. C'est évidemment 24, c'est très peu par rapport au nombre de professionnels en exercice. Alors je voulais demander, donc je pense que c'est Karine qui a la réponse, quel est le vivier ? Il y a combien de gens qui sont concernés par le cas numéro 2, notamment, c'est ce qui me préoccupe. Ensuite, la question qui s'adresse à... Non, pardon, c'est pas Jean-Marc maintenant, c'est Henri. Excusez-moi, j'en étais encore... Je suis désolé. Le nouveau président. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau de la FFP, on redise, mais vraiment massivement à nos membres, mais présentez-vous devant cette commission, envoyez tous des dossiers, etc. On l'a fait, il faut le refaire encore. Hein, ça, c'est bon. Et la troisième question, qui est peut-être plus pour Joël, c'est... dans quel avenir peut-on espérer, pour ce qui concerne le cas numéro 3, qu'il n'y ait plus besoin de cas numéro 3, c'est-à-dire qu'il y ait une reconnaissance, est-ce qu'on peut espérer qu'un jour il y aura une reconnaissance automatique des titres entre pays d'Europe ? Voilà. Alors, moi, ma question, c'était le nombre de candidatures. Oui, le vivier, c'est ça, le vivier. Alors, c'est assez compliqué à faire ce calcul-là, mais c'est vrai qu'on a on a estimé le cas numéro 2 avec les diplômés de l'ESSAGE et les habilités de la FFP à autour de 400-500 personnes. Et puis après, sur le cas numéro 3, là, ça, voilà, je sais pas trop non plus. Enfin, voilà. Après, des personnes effectivement qui, c'est peut-être plusieurs centaines. Non, mais pardon ? Oui, enfin, en même temps. Ouais. Alors, si vous voulez. C'est quoi ? C'est le 2, alors, le 2. Cas numéro 2. Oui, bon, vous pouvez baisser les bras. Et cas numéro 3. Cas numéro 3. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, il y a quasiment autant de demandes cas numéro 3 que cas numéro 2. Ouais. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais on estimait le vivier, nous, à peu près à 700. Alors, il y a 400 à peu près, comme le disait Karine, du cas numéro 2 et peut-être 300 du cas numéro 3. Hein, grosso modo. Ouais. Non, mais moi, je vais quand même, juste avant de passer la parole à Henri, rebondir quand même sur ce que disait Pierre-Marie. C'est il faut vraiment que dans les régions, les présidents de région, le nouveau conseil d'administration, nous tous qui étions à l'Assemblée générale, on parle positivement de ce qui est en train d'arriver. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont diversement apprécié le fait de faire un dossier, parce que certains ont considéré que c'était repasser un examen, etc. En plus, certains ont été refusés. Enfin, on comprend que c'est compliqué, mais il faut vraiment expliquer tout le fond, l'intérêt pour la profession de ce qu'on est en train de faire. Et comment dire, parce que c'est vraiment une disposition qui est censée renforcer la profession et pas du tout la couler. Hein. Donc c'est vraiment, et il faut faire gaffe parce que il y a, comme le disait Joël, il y a 3 ans, il y a déjà 1 an qui est quasiment passé, il reste 2 ans. Après, c'est plus compliqué. Et surtout, pendant ces 3 ans, la loi est applicable. C'est-à-dire que quand les maîtres d'ouvrage vont commencer à exiger, parce qu'ils en ont le droit, que à cette question, ils répondent à un paysagiste concepteur, tous ceux qui sont dans le cas numéro 2 et 3 qui n'ont pas fait le dossier pourraient ne pas répondre. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pas de la flûte. Hein, on est dans la loi. Hein, d'accord ? Et donc, un maître d'ouvrage qui le mettrait demain, eh ben, tous les cas 2 et 3 ne peuvent pas répondre. C'est ça que ça peut vouloir dire. Hein ?
Oui, je voulais juste dire aussi qu'il n'y a pas de sadisme dans le travail du ministère. Au contraire, le ministère nous aide. Il aide notre profession. Ce label va vraiment nous donner une unité, un statut qu'on n'a pas encore. Donc, et aujourd'hui, la profession de paysagiste concepteur, c'est 5 ans d'études, c'est le niveau master. Donc ceux qui n'ont pas le niveau master vont être reconnus, la plupart vont être reconnus grâce à ce travail. Donc par 2 ans, au lieu d'avoir 2 ans d'études en plus des 3 ans qu'ils ont la plupart, ils prouveront leur travail, leur exercice professionnel, et ça va être reconnu. La fédération va les aider. Ariane de l'ILES les aide déjà beaucoup. J'espère que les régions vont aussi, comme tu dis, Jean-Marc, vont être de la partie. Personnellement, je m'investirai pour que le maximum de paysagistes, normalement, tous ceux qui sont en exercice devraient être reconnus. Surtout qu'on a le droit de se représenter, donc on va vous aider à améliorer votre dossier. Et il faut bien imaginer qu'avec ce n'est pas grand-chose par rapport aux autres pays. Quand on va aux États-Unis, j'ai gagné un concours aux États-Unis. Après coup, on me demande, est-ce que vous avez la licence d'exercice ? Et la licence d'exercice aux États-Unis, elle s'obtient, il faut d'abord avoir les 5 ans d'études, le fameux master. Il faut ensuite faire plusieurs années de pratique professionnelle. Et ensuite, il y a un examen niveau fédéral, et un premier examen, et un deuxième examen au niveau de l'État où on veut exercer. Donc alors j'aurais demandé, pour moi, par exemple, français, j'exerce depuis plus de 30 ans, je travaille en France, mais j'ai une licence professionnelle en Allemagne, par exemple. Ils m'ont dit, il vous faut à peu près 1 an et demi pour passer les 2 examens, niveau État, niveau fédéral et ensuite niveau État. Donc, on est loin de tout ça. Mais c'est important qu'on ait ce label, ce premier label, donc qui fixe la barre. Les paysagistes concepteurs correspondent à cette compétence, les 7 compétences qu'on a évoquées tout de suite. Je redonne la parole dans une seconde, mais simplement je voudrais dire que c'est quelque chose de très habituel qui est évoqué ici. Les juristes le savent très bien. Vous êtes avocat dans l'État de New York, vous voulez exercer dans le Massachusetts, il faut repasser votre diplôme d'avocat. Et donc ce qui passe en Europe est quelque chose qui est ahurissant du point de vue des Américains en général. Et c'est beaucoup plus compliqué souvent ailleurs d'arriver à prester, comme on dit aujourd'hui en mauvais européen, dans d'autres États. Peut-être avant la 3e question sur le niveau européen, je voulais ajouter que effectivement, il faut savoir aussi ce qu'on entend par refus. J'ai le sentiment que peut-être certaines personnes qui ont envoyé un dossier au ministère et à qui on a répondu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, un book d'agence, ça ne suffit pas. On a besoin d'une démonstration personnelle avec des projets choisis, etc., à l'appui de votre démonstration. Ce n'est pas un refus. Le refus, c'est ou l'avis défavorable, ou si on parle de refus ou d'avis défavorable, c'est quand le dossier était complet, qu'éventuellement après cette demande de complément, il a été transmis à la commission et qu'elle a émis un avis défavorable. Quand le ministère dit bon voilà, nous on vous propose de retravailler votre dossier, vous pouvez très bien nous dire non. D'ailleurs non, moi je veux qu'il soit transmis comme ça, il sera transmis comme ça. C'est pas là, il y a pas de souci. Mais en tout cas, ce n'est pas un refus. Quand on vous aide peut-être, on vous dit écoutez là, il faudrait sans doute davantage argumenter. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus faire de confusion ou qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Et puis, du point de vue de la durée de la commission aussi, parce que cette commission, elle a été donc créée par décret, comme ça a été dit tout à l'heure. Oui, mais elle a été créée pour 3 ans. Ça veut dire, je reviendrai après à la composition, elle a été créée pour 3 ans. Ça veut dire que jusqu'en fin d'été 2020, donc vous avez 3 ans pour en fait faire ce dossier qui effectivement c'est un travail, effectivement, c'est pas non plus repasser un diplôme, loin de là. Après ça, eh bien, du coup, pour pouvoir avoir le titre, eh bien, il faudra avoir un diplôme. Donc, il faudra faire une VAE, une validation des acquis de l'expérience auprès d'une école de paysage qui délivre l'un des diplômes de paysagiste. Donc c'est vrai que là, le temps est quand même compté. Et comme le disait Pierre-Marie Tricot, il n'y a pas beaucoup de dossiers pour l'instant. Et on est très étonnés, nous, du très faible nombre de dossiers, effectivement, par rapport au vivier concerné.
Il faut faire très attention si je compare avec d'autres professions, c'est-à-dire que si ça devient une success story, ceux qui n'auront pas pris ce train, à un moment donné, se retrouveront évincés parce qu'ils n'auront pas le titre. C'est-à-dire si effectivement, la dernière année ou à partir de maintenant, tout le monde y va, les quelques-uns qui n'y seront pas allés se retrouveront, au bout de quelques années, à devoir passer une validation des acquis de l'expérience, qu'on dira « Ah bon, vous n'êtes pas paysagiste concepteur, vous ?»« Si, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas voulu passer. » Personne n'y entendra ça, plus rien à ça. Et quand il y aura un appel d'offres, vous cocherez la case ou vous la cocherez pas. Ça sera point final. Je vous propose on a bien compris qu'il y avait deux niveaux. Donc il y avait le service instructeur, le ministère, qui vous prévient que votre dossier risque de ne pas passer. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est la commission elle-même. Je vous propose à tous ceux qui reçoivent leur dossier en retour par le service instructeur avec un préavis négatif, que vous contactiez automatiquement, systématiquement la FFP, et qu'avec Ariane, avec moi-même, on essaye de faire en sorte de peaufiner, donc d'affiner votre dossier pour qu'il puisse, en relation aussi avec le ministère, pour qu'il ait plus de chances de passer à la commission. Je crois qu'il y a plusieurs questions encore dans la salle. Voilà. Oui, bonjour, Stéphanie Mallier. Je suis donc dans la catégorie 2 concernant l'école de Blois. Je suis sortie diplômée de la première promotion de Blois. Et donc, effectivement, on a, de manière un peu amère, vous le comprendrez, l'obligation de repasser de passer devant cette commission. En toute honnêteté, je n'ai pas encore déposé mon dossier. Je vous remercie pour les critères. Je pense que, moi, je vais faire mon travail d'information auprès des 81 concernés, puisque pour répondre à la question tout à l'heure, donc les 4 premiers, on en est à 80 élèves, anciens élèves plutôt. C'est vrai qu'il y a eu des échanges et beaucoup d'étonnement sur le fait du nombre de dossiers recalés. Et donc je pense que c'est ce qui a aussi alimenté certainement une forme de spéculation, de peur un peu collective du fait de savoir si effectivement on était légitime ou pas. Voilà, bon, je rentre pas dans les détails. Ensuite, oui, j'avais juste une question, c'était sur au niveau du jury, savoir qui constitue le jury. Voilà. Je vais quand même répondre sur Blois, puis après, si j'oublie la composition, Jean-Marc me rappellera. Sur Blois, les 4 premières promotions, effectivement, de Blois avant qu'il y ait un diplôme d'ingénieur, en fait, qui est accompagné d'un dispositif d'évaluation nationale, on a eu un seul dossier complet qui a reçu un avis favorable. Donc, personne n'a été recalé. Voilà, donc la seule personne qui a fait un dossier a été prise. Alors, encore une fois, si certaines personnes ont fait un dossier en envoyant en boucle d'agence, à qui on a dit, vous savez, ça risque de ne pas passer, faites quelque chose d'argumenté. Si ça, c'est vécu comme un avis défavorable, un refus, ce n'en est pas un, parce qu'on est le service instructeur. C'est juste un accompagnement ou peut-être des suggestions qu'on fait dans la perspective d'un examen en commission. Ça c'est vraiment important de savoir. Alors les membres de la commission, alors la composition. Elle est composée de 2 directeurs d'établissement, donc 2 directeurs d'école supérieure de paysage et 2 suppléants. D'un enseignant d'école supérieure de paysage qui enseigne la conception paysagère et d'un suppléant, de 6 personnalités qualifiées. Alors bon, les 2 directeurs, c'est donc Vincent Pifteau et puis François Andrieux, non, pour Versailles, François Andrieux pour Lille, et puis 2 suppléants qui sont les directeurs de Angers et Bordeaux. Un enseignant, donc là c'est les enseignants, un enseignant d'Angers, les 6 personnalités qualifiées. Donc vous avez Pierre Donadieu, tout ça est dans un arrêté, donc tous les textes aussi sont consultables. Là vous avez les liens sur cette brochure qui elle-même est téléchargeable avec des hyperliens sur le site internet du ministère. Pierre Donadieu, Véronique Lollier qui s'occupe de la VAE à Versailles, donc aussi qui est vraiment qui a un peu l'habitude des dossiers justement
de validation, enfin de professionnels. Il y a 2 paysagistes à la retraite qui sont donc Yves Pilorge et puis Jean-Pierre Saurin, qui était paysagiste conseil de l'État. Qui d'autre encore, une directrice d'école d'architecture, l'école d'archi de Normandie. Et puis, j'en oublie peut-être un. Enfin, en tout cas, tout ça. Et la maîtrise d'ouvrage, eh bien, on a donc un directeur aménagement de la ville de Cergy, c'est Cergy-Pontoise, Thibaut Beauté. Oui. Donc c'est ça. Hein, et sa suppléante, donc, qui est Cathy Bias-Morin, qui est aussi directrice espace vert à Versailles. Hein, voilà. Donc vous avez, enfin tout ça, ce sont des documents absolument publics, hein, des arrêtés. Donc là, il n'y a pas plus public que des arrêtés ou des décrets. Alors la commission, on n'a pas elle est réunie autant que de besoin. Hein, voilà, donc c'est-à-dire là, elle s'est peu réunie parce qu'on a eu peu de dossiers, comme vous avez pu le constater. Mais voilà, si ça doit monter en puissance, eh bien la commission se réunira plus souvent. Raymond, je suis dans le cas numéro 3, question connexe directement. L'avis de la commission, la décision de la commission, elle est ferme, actualisable, définitive? La question a été déjà posée tout à l'heure. Vous pouvez refaire un dossier, mais l'avis de la commission, un avis, il ne peut pas être révisé, il est émis. Après, vous pouvez refaire un dossier. Voilà, il n'est écrit nulle part que vous ne pouvez pas en refaire. Alors, en attendant la nouvelle question, moi j'en ai une vite fait, je me glisse entre deux. C'est Frédéric qui me l'a soufflé dans l'oreille. À la fin de cette période de 3 ans, le cas numéro 3 va rester. C'est le cas numéro 2 qui va disparaître. D'accord ? Parce que le cas numéro 1, je suis issu d'une école, un DEP, donc j'envoie mon courrier, mon diplôme, ma carte d'identité, et hop, je rentre sur la liste. C'est les 660. Le cas numéro 2 va être remplacé par la VAE. Et le cas numéro 3, je suis titulaire d'un diplôme étranger de la CE. Là, ce cadre-là restera. Alors, il reste pour les personnes qui ont obtenu un diplôme dans l'Union européenne. Pas en dehors, hein, dans l'Union européenne, parce que, effectivement, cette fameuse directive européenne pour des qualifications professionnelles dont je vous parlais tout à l'heure prévoit qu'effectivement, au sein de l'Union, on doit pouvoir, effectivement, traiter des demandes qui sont émises par donc des ressortissants européens, enfin, français ou autres, en tout cas, sur la base d'un dossier obtenu dans l'Union européenne. Alors, messieurs... J'ai une suggestion et une question. Pour l'avis motivé de la commission, il y aurait peut-être un truc tout simple, c'est parmi les 7 critères, simplement de cocher ceux qui ne satisfont pas. D'accord, c'est bien ça. J'ai mal écouté. Vous serez puni. Vous serez puni. La question, c'était, j'aurais voulu avoir une précision sur le 7e critère, là, qui est le fait d'avoir une capacité à assumer plusieurs rôles, ou je ne sais plus exactement... Ouais, plusieurs situations professionnelles. Ça me pose question parce que déjà, dans les premiers items, on doit y répondre quelque part. Donc j'aimerais avoir un peu une précision sur ce critère numéro 7. Merci. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, chacune des capacités est détaillée dans les textes. Sur le mode d'emploi, vous retrouvez aussi chacune des capacités avec le détail. Qu'est-ce que ça veut dire finalement la capacité à faire ceci, à faire cela ? Cette capacité à assumer plusieurs situations professionnelles, hein, c'est marqué, c'est être en capacité d'assumer plusieurs situations professionnelles propres au métier de paysagiste, dans le secteur privé ou public ou parapublic, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, assistant à maître d'ouvrage, conseil, médiateur. Hein, voilà, c'est ça. Et puis être capable de conduire plusieurs des missions suivantes, alors une ou plusieurs, mais conception, ingénierie, pilotage, planification, conseil, études, enseignement, recherche, sensibilisation. C'est ça les situations professionnelles. Voilà. Encore une fois, lisez les documents parce que on a aussi l'impression peut-être que les gens ne lisent pas tout à fait les textes ou les documents. Pourtant, ce petit mode d'emploi a été fait justement pour que les gens puissent lire ce que effectivement on va pas forcément lire dans un arrêté ou un décret quand on n'est pas habitué, parce que c'est pas toujours des textes qui sont très engageants à lire, mais vraiment tout est là et vous pouvez sereinement, j'ai envie de dire, y retrouver si vous êtes en capacité d'être paysagiste concepteur, ce que vous devez savoir faire.
Peut-être que comme ça commence à s'agiter et discuter, on va essayer de clore dans pas très longtemps. On avait à 4 heures. Mais ce qui empêchera pas d'avoir d'autres questions. On va essayer de traiter le troisième point qui était plutôt les questions d'avenir. Ça répondra peut-être à des questions qui sont destinées à être posées. Et sinon, de toute façon, elles seront posées après. Il s'agit pas de clore le débat ou de couper la parole à qui que ce soit. Une petite appréciation tout de même. Il se trouve que j'accompagne un certain nombre de professions. Je tiens à dire ici que le boulot qui est fait par le ministère, notamment sur le petit fascicule qui est donné, les efforts d'explication, de répondre aux mails quand on pose une question, etc., franchement, c'est pas toujours le cas. Et franchement, vous êtes bien traité par rapport à d'autres professions que je peux côtoyer. Ça, c'est un élément, me semble-t-il, objectif qui doit être souligné. Petite remarque aussi en passant, deuxième remarque en passant, le fait d'avoir à remplir un document de 15 à 20 pages avec en gros une dizaine de pages utiles argumentées avec 7 items, ça veut dire 1 page et demie par item. Je viens de faire à peu près ça pour franchir un grade dans l'administration. Franchement, c'est pas beaucoup et la difficulté, c'est même de faire bref. Donc ça me paraît quand même important à souligner. Je voudrais ajouter aussi un autre élément, parce que je pense que j'aurai pas le temps de faire une synthèse après, qui est que vous êtes quand même dans une position assez particulière et favorable. Tout à l'heure, dans l'intervention précédente, j'entendais un appel de l'administration à ce qu'il y ait plus de professionnels, une volonté de coopération, d'étente, de soutien. C'est quand même rarissime. Profitez du truc. C'est le genre de train qui passe pas forcément 2 fois. Donc ça, c'est juste le conseil habituel d'organisation professionnelle qui parle. Et pour répondre à la question tout à l'heure de Monsieur Tricot, d'abord, si vous voulez aller ailleurs en Europe pour faire une prestation unique ou une série de petites prestations, vous pouvez déjà le faire. Il suffit d'informer l'autorité. Si vous voulez vous installer, que là c'est un peu plus compliqué et qu'on rejoint le cas numéro 3. Et puis si effectivement on veut pouvoir voyager tranquillement, aujourd'hui les directives européennes, il y a des directives pour certaines professions, les avocats, les médecins, les infirmiers, qui la permettent, une reconnaissance des diplômes a priori, permettent aux gens de voyager en disant j'ai tel diplôme qui est dans une directive, c'est bon. La deuxième façon de faire, et celle aujourd'hui qui est portée par l'Europe, qui a plutôt les faveurs de l'Europe, c'est pour toutes les autres professions ce qu'on appelle la carte professionnelle européenne. C'est-à-dire qu'il serait possible au niveau européen de dire voilà un socle commun de compétences, et pour ceux qui ont ce socle commun de compétences qui renvoie à tel ou tel diplôme ou telle pratique, ils ont leur carte européenne et ils peuvent voyager dans les pays qui seraient engagés là-dedans. Donc c'est possible, mais ça nécessite effectivement un investissement européen, international, une organisation, une action à ce niveau-là. Voilà à peu près. Alors, le troisième point, c'est la question de l'avenir. Je crois qu'on a déjà dit une ou deux choses. Je vais les reprendre et puis s'il y a besoin de développer, on pourra le faire bien évidemment. J'ai cru comprendre que la FFP était tout à fait prête à accompagner les gens qui voudraient déposer un dossier et qui se demanderaient comment il faut le faire. J'ai cru comprendre que le ministère ne rechignait pas à la tâche non plus pour faire cela sur les aspects évidemment sans doute plus administratifs. Donc ceux qui veulent déposer un dossier, ils ont déjà 2 aides, ce qui est quand même pas si courant que ça. Voilà, je ne sais pas si le président veut ajouter des choses par rapport à l'action de la FFP là-dessus. Non, je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous allons accompagner complètement tous ceux qui ont des soucis avec ces dossiers. Nous espérons qu'effectivement, il y aura une information un peu plus précise, même si elle est légère, effectivement, sur les 7 points. Donc, quels sont les points en question en retour à chaque candidat qui ont été insuffisants. Donc, c'est déjà une indication pour vous, mais aussi pour nous, FFP, quand on va vous aider. Donc, on va vous aider à déceler qu'est-ce qui était présent ou pas assez suffisamment développé dans votre dossier. Donc voilà, j'espère qu'on va boucler d'ici 3 ans et d'avoir le maximum, sinon tous les membres de la FFP avec en main ce label de ce statut de paysagiste concepteur. Alors question bête qui va me faire détester, après je passe la parole à Jean-Marc. On dit souvent aujourd'hui que les dirigeants ont un devoir d'exemplarité. Est-ce que les membres du CA ont déposé leur dossier Une question stupide. N'étant plus membre du CA depuis une demi-heure, je n'ai pas à répondre à cette question. Hein voilà, mais je l'ai pas fait et je vais le faire. Je voulais dire autre chose. Il y a une liste qui existe
Hein, il y a une liste avec, etc. Donc Karine, là, ici, ça veut dire que les maîtres d'ouvrage publics, etc., qui auraient envie de la consulter, peuvent la consulter. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle n'apparaisse qu'à 660 plus 38. Parce que du coup, ça veut dire, ouh là là, si, quel est le champ des possibles pour moi qui suis administration? Ça veut dire qu'il faut que cette liste, elle grandisse à toute vitesse. C'est-à-dire que les gens qui sont issus d'un DEP, il faut absolument tout de suite, vous avez juste à envoyer le diplôme et la carte d'identité, mais venez vite grossir cette liste pour qu'on montre qu'on a une profession qui est nombreuse, capable d'aider, comment dire, à l'aménagement de nos territoires. Et puis pour tous ceux dont moi, qui sommes du cas numéro 2, du cas numéro 3, faisons vite, saisissons cette opportunité et retenons ce qu'a dit notre nouveau président Henri. Le ministère n'est pas, comment dire, il n'y a pas sadique et Karine non plus. Hein, et donc, non, mais vraiment, mais c'est important parce que c'est un peu ce qui pouvait être entendu. Il y a vraiment que des gens qui veulent que ça marche. On fait ça pour renforcer notre profession et il faut que nous-mêmes nous prenions en main. Je ne vous ai pas montré, effectivement, sur le site internet du ministère de l'Écologie, il y a une rubrique qui est dédiée à cette question de paysagiste concepteur. Donc, il explique en 2 mots la réglementation. Vous pouvez télécharger ce mode d'emploi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez télécharger le mode d'emploi. Vous pouvez aussi le prendre là-bas. Vous avez effectivement en ligne, et vous le voyez, la liste nationale des personnes autorisées à utiliser le titre de paysagiste concepteur. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est un document PDF qu'on actualise régulièrement, évidemment. Chaque fois qu'on a un certain nombre de personnes autorisées, on les ajoute. Je le dis parce que la question m'a été posée. Il n'y a pas de référence au cas de figure 1, 2 ou 3 dans cette liste. Il y a juste des noms de personnes et la date à laquelle effectivement ils ont reçu l'autorisation ministérielle. Alors, puisque aussi, et c'est effectivement une très bonne remarque, on nous a dit que c'était important pour vous, lorsque vous répondez à des marchés, de pouvoir indiquer que vous aviez bien l'autorisation de porter le titre et qu'il allait être difficile de fournir une liste qui, là, pour l'instant, fait 15 pages, mais en fera je ne sais pas combien dans quelques mois. On a donc mis en place un système où, à chaque fois qu'on indique à une personne qu'elle a l'autorisation d'utiliser le titre, on lui envoie une autorisation individuelle à son nom, donc du ministère, signée par le ministère. Donc document là personnel qui peut être inséré dans vos réponses au marché. Hein. Il est ouvert dans le bureau. Ça vous pouvez en faire un poster si vous voulez. Je suis juste obligé de vous quitter pour aller dans un jury de CAUE. Maintenant, là-bas, je vois qu'on me fait des signes. Je ne serai pas avec vous pour les dernières questions, mais il y a plusieurs questions. On va repasser la parole pour les questions, mais juste quand on vient de prononcer le mot jury, tout à l'heure dans une question, on disait le jury ministériel, c'est pas un jury, c'est une commission d'examen. C'est beaucoup plus objectif, froid et non classant. Voilà. S'il y a d'autres questions encore, allez-y. Je reviens au rythme des questions de tout à l'heure. Petite question subsidiaire sur les doubles cursus. Paysagiste urbaniste avec un diplôme universitaire 3e cycle, comment ces diplômes, que ce soit celui-là ou un autre, sont pris en considération par la commission? Vous parlez bien d'un cas où vous avez déjà un diplôme de paysagiste d'une école? Non, plus. Oui, mais c'est... Oui. Enfin, je suis dans le cas numéro 2, oui. Et j'ai un double cursus avec un diplôme de 3e cycle d'urbaniste. Ça rentre, voilà, ça ne peut être que mieux pour vous, mais de toute façon, ça ne vous empêche pas, et là j'insiste, de faire ce travail d'argumentation, voilà, sur la base de vos projets et études, pour bien démontrer aux membres de la commission que vous avez réellement mis en œuvre les compétences qu'on attend. Donc, ça ne peut pas vous nuire, ça c'est sûr. Donc, effectivement, on a souvent dans les dossiers plusieurs photocopies de diplômes. Oui. Alors, si nous avons des questions et quelques revendications. Toutefois, moi, merci pour tout le travail qui a été fait, qui est une avancée importante pour la profession, notre connaissance et tout, etc. Donc, merci beaucoup.
Néanmoins, en tant que présidente de région, je me permets de faire remonter des questionnements de certains adhérents qui ont été habilités. Et par rapport à la valeur de la réhabilitation, si je cite, comment expliquer qu'elle ne vaut rien ? C'est un peu dur à entendre, mais encore une fois, je fais remonter. Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît le courrier que reçoit une personne habilitée, où on lui dit qu'elle est habilitée paysagiste concepteur, et l'habilitation équivaut à une reconnaissance professionnelle du lauréat par la Fédération française du paysage et la Fédération européenne par l'architecture du paysage, au même titre que celle accordée aux diplômes des écoles reconnues par ces institutions. Donc ils sont bien paysagistes concepteurs, c'est signé par le président de la FFP. Ça pose question à certains qui se demandent quelle est la valeur de cette habilitation et en quoi il faudrait repasser... Enfin bon, non, mais t'as un peu compris. Séverine, il faut pas confondre. D'abord, il y a un avant et il y a un après la reconnaissance de la profession. D'accord ? La procédure d'habilitation de la FFP, qui ne vaut pas rien du tout, parce qu'elle permet notamment d'entrer dans la FFP et d'en être membre. C'est la condition sine qua non pour être membre de la Fédération française du paysage, qu'on n'était pas titulaire d'un diplôme, etc. Et ça, c'était une procédure d'habilitation avant le titre. Maintenant, c'est plus une question de règlement intérieur de la Fédération française du paysage, c'est une question de loi française. Donc la loi, l'État a légiféré sur notre profession et a défini les 3 cas de figure et a défini les règles permettant, quand on est dans le cas de figure numéro 1, numéro 2 et numéro 3, d'apparaître sur la fameuse liste. Donc il y a rien de dur dans tout ça, il y a simplement des temporalités qui sont pas les mêmes, des commissions d'habilitation qui correspondaient à des situations qui sont plus les mêmes, etc. Et le boulot de la Fédération française du paysage dans l'habilitation a toujours été un boulot qui a été reconnu et qui fait d'ailleurs que pour un candidat qui se présenterait dans le cas numéro 2 en ayant passé l'habilitation à la Fédération française du paysage, c'est un élément positif pour son son passage devant la commission de reconnaissance des compétences. Voilà ce qu'il faut répondre. Pardon ? C'était pas ? Mais je dis pas que c'est évident, mais c'est pour ça qu'on explique. Non mais quelqu'un qui a passé, moi j'ai passé j'ai fait Lullier, et ben j'ai quand même une grosse expérience. Je vais passer devant la commission et ça me dérange pas, et moi ça remet pas en cause mon diplôme initial ni mon parcours. Au contraire, ça va le valider. Moi j'ai une petite question, Benoît Dumauchel. J'ai fait Jean Blou. Ça fait 15 ans que j'exerce en tant qu'architecte paysagiste, et moi c'est très bien paysagiste concepteur. Pendant 15 ans, j'ai eu une identité, c'est mon ADN, c'est un parcours. Et un jour, on me dit, c'est plus ce nom-là. Vous étiez médecin et non, finalement, c'est autre chose. Et j'ai grande difficulté à m'identifier dans la typologie, disons dans le terme de paysagiste concepteur. Ça va peut-être bien se passer, mais néanmoins, en termes de ressenti, en termes humains, vivre avec et pourquoi j'en viens à ça ? Moi, je viens de Normandie, j'ai une clientèle étrangère, et donc sur mes cartes de visite, moi, je suis landscape architecte en permanence. Et alors, je voulais savoir si on met le terme international, ça pose problème ou pas ? Et merci. Alors, 2 choses. D'abord, on me fait signe 50 fois, même si je n'ai rien d'ascenseur et que j'ai du mal à couper les questions, qu'il va falloir cesser cette table ronde. En tout cas, je pense que les membres de la table ronde sont toujours là s'il y a des questions individuelles pour continuer derrière. Mais on va mettre un peu le haut là. Pour répondre à votre question, en fait, ça date pas de la nouvelle réglementation. Il se trouve que l'impossibilité d'utiliser le mot architecte pour un architecte paysagiste légalement en France date de 1941 avec la création de l'Ordre des architectes qui a voulu faire le ménage à ce moment-là. Et comme pour les architectes, il y a de même qu'aujourd'hui pour les paysagistes concepteurs, une infraction pénale à ceux qui utiliseraient le titre sans être dans les conditions légales pour l'obtenir, comme c'est le cas aujourd'hui pour ceux qui voudraient dire paysagiste concepteur sans réunir les conditions pour ce faire. Si vous utilisez le mot, il est possible de vous poursuivre et de vous sanctionner. La question c'est est-ce qu'on va le faire, etc., etc. Mais typiquement, aujourd'hui encore, l'usage du mot architecte, si vous n'êtes pas un architecte, du fait des règles de la loi de 77 sur l'architecture, est une infraction pénale. Donc peut-être que vous ne le saviez pas avant, mais c'était déjà comme ça, et depuis 1941. Voilà. Je vais
compléter en disant quelque chose. Je vous ai expliqué ce matin dans mon rapport d'activité que c'était la première grande étape était franchie, c'était la reconnaissance française, mais qu'il fallait faire ratifier cette reconnaissance française par la Commission européenne. Donc le boulot qu'on est en train de faire avec Karine, le ministère de l'écologie, avec le ministère des Finances, etc., Joël Marie-Bédieu. Et ben, une fois qu'on sera reconnu au niveau européen, on sera reconnu comme quoi? Comme landscape architecte. Et je finis la phrase de Jean-Marc. Si vous êtes reconnu comme un landscape architecte et comme le français est une langue officielle, on traduira. Comment va-t-on le traduire? Laissez-moi, ôtez-moi d'un doute, sans doute architecte paysagiste. Et là, on pourra dire, mais la loi pénale française qui prévoit des règles qui vont à l'encontre des règles européennes doivent être écartées. Et l'infraction pénale qui est là depuis 1941 sera enfin écartée. Donc l'étape suivante, elle est claire, c'est l'Europe. Je vous rappelle, pour ceux qui sont plus anciens, c'était nos stratégies initiales. On arrête de se bagarrer sur le titre d'architecte paysagiste. On va trouver la reconnaissance avec paysagiste concepteur et on fera agir l'Europe pour revenir comme architecte paysagiste. Une fois que tout ça sera fait, on en prend le chemin. Voilà. Merci aux autres participants à la table ronde et merci beaucoup à Karine Mangin. C'est pas facile quand on essaie de mettre en place une réglementation de venir face à des gens qui éventuellement soient éminemment critiques. Donc merci beaucoup.